Mon invité aujourd'hui, Gisèle Gazatsu, sociétaire honoraire de la Comédie Française. Et je dois dire qu'on doit avoir du mal à se faire un titre aussi prestigieux qu'accompagne sans doute une certaine nostalgie, surtout lorsque on continue son métier de comédien. Vous revenez d'une grande tournée à travers la France, là, mais... Oui, je reviens d'une tournée de presque 3 mois dans environ 50 villes de France. Nous avons joué Fan Party, Pierre Dux, Michel Robin, André Rebaz et moi-même. Et c'est très amusant d'ailleurs parce que nous avons joué Fan Party l'année dernière au TEP et puis à Lyon. Et nous avons fait cette tournée. Et la pièce que vous connaissez sans doute, enfin qui est très intéressante, et je ne vais pas vous raconter maintenant la pièce, mais cette pièce est accueillie différemment devant certains publics. Alors dans les maisons de la culture, en général, ça marche très bien. Dans des théâtres dits vraiment théâtre à l'italienne, quelquefois ça marche un peu moins bien. Mais alors, ce qui est un peu la faute de la télévision, puisque j'ai eu la chance de faire beaucoup de télévision, et dans certaines villes, on me fait la grâce ou de me reconnaître, ou de me parler, et dans une ville où nous venions de jouer Fan Party, le lendemain matin, je paye ma note, et l'hôtelier me dit « Oh, mademoiselle Gazatsu, alors écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Nous, on vous aime beaucoup, ma femme et moi. Alors, vous savez, on vous a vu afficher, on a pris des places. Ah ben ça, alors je vous dis tout de suite, il y aurait eu un entracte, je serais partie. Mais mademoiselle, vous voir dans une poubelle, oh non, ça non. » Alors, c'est drôle comme les spectacles sont parfois reçus de manière totalement différente. Et on vous disait, mademoiselle. Ah mais oui, ça c'est très drôle, oui. Je crois que inconsciemment, les spectateurs se souviennent de cette vieille tradition qui vient aussi de l'opéra, mais beaucoup de la Comédie Française. À la Comédie Française, les comédiennes, on les appelait toujours mademoiselle. D'ailleurs, moi, pendant des années, mon habilleuse me disait « Alors, mademoiselle Gazatsu, vos petits-enfants vont bien ?» Mais c'est un peu automatique, je crois. On appelle les comédiennes mademoiselle. Mais Gisèle Gazatsu, je vous disais à l'instant, sociétaire honoraire de la Comédie Française. Oui. Alors que vous poursuivez votre travail. Et il y a cet honoraire comme si on était depuis très très longtemps à la retraite. Mais vous savez que à la retraite de la Comédie Française, il y a très longtemps, je suis à la retraite de la Comédie Française. Parce que à la Comédie Française, enfin, je ne vous apprendrai rien, ça n'est pas une question d'âge. C'est une question, dans le sociétariat, une question d'ancienneté. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en entrant au Français. J'ai été nommée sociétaire après 4 ans d'activité de pensionnaire. Bon, j'ai eu la chance de jouer énormément de rôles en arrivant, enfin ça, je vous en reparlerai. Mais je suis partie de la Comédie Française étant doyenne, pas doyenne d'âge, mais il s'est trouvé qu'en 1956, par la force d'événements internes, le comité de l'époque, qui n'avait pas été très tendre cette année-là pour certains de nos camarades, le comité a mis à la retraite 6 sociétaires. Et pas des moindres, Madame Bretty, Vera Corren, Germaine Rouher, Lionel, Henriette Barrault, enfin je ne sais plus maintenant. Et moi, automatiquement, je me suis trouvée en tête de liste. J'avais 42 ans et j'étais doyenne. Et il y avait autour de moi des personnes d'âge beaucoup plus, enfin des personnes beaucoup plus vieilles que moi, mais eh bien j'étais doyenne. Et alors je suis restée doyenne quelques années. Et puis après 28 ans de bons et loyaux services, comme on dit, j'ai été mise à la retraite. Enfin, j'ai été admise à faire valoir mes droits à la retraite. D'ailleurs, c'était très amusant parce que c'était Escan qui était administrateur à l'époque, qui était un vieux camarade que j'aimais bien, mais il était devenu administrateur. Et il m'avait dit un jour, tu sais, maintenant, enfin, sans le dissimuler, on avait bien besoin de mes 12e, naturellement, puis c'est normal, il faut bien que la roue tourne. Et au Théâtre Français, Maurice Escande ne voulait pas me voir évoluer, jouer des mères, alors que j'étais mère et grand-mère dans la vie, en tournée, je jouais des grands-mères. Non, me disait-il très aimablement, tu es trop jeune dans le cadre, tu peux pas... Bon, enfin, bref, j'ai été mise à la retraite, mais le jour où j'étais mise à la retraite, j'étais en tournée. Je faisais à ce moment-là des tournées de conférences récitales, enfin surtout un peu, récitales politiques. J'étais dans le Midi et je me doutais bien que j'allais être mise à la retraite, c'était pas une surprise. Mais enfin, on ne sait jamais, l'année précédente, ça ne s'était pas fait, peut-être. Et j'avais un petit peu de temps, je faisais une conférence à Avignon. Et
je vois l'heure, je dis, bah, tiens, j'ai le temps d'appeler à la maison. Alors, j'appelle chez moi et mon mari me dit, bah, tiens, il y a une lettre de la Comédie Française. Je dis, bon, bah, ouvre-la. Ah oui, bah, je dis, mais oui. Et il me lit la lettre qui était les termes officiels, chers sociétaires et amis, le comité a décidé de vous demander de faire valoir vos droits à la retraite, etc. Bon, je dis, bah, très bien, bon, au revoir. Enfin, je finis et je sors. Et dans l'entrée, il y avait l'organisateur. Il me dit, ah, Madame Casatsu, nous vous cherchions. Je vous présente Monsieur le Préfet Escande. J'ai dit, Monsieur le Préfet, votre homonyme vient de me mettre à la retraite. On me dit, Madame, je n'y suis pour rien, nous ne sommes pas parents. Oui, ça fait quand même un coup lorsqu'on reçoit une lettre comme celle-là, même si on l'attend. C'est-à-dire qu'on est là dans la pleine force de Sonard, puis quelqu'un vous dit, vous êtes à la retraite. Je sais bien que cela fait partie de la maison, oui, de cette grande maison. Bien sûr, quand on y a passé 28 ans, c'est tout de même à quoi on s'attend. Surtout qu'à l'époque dont je vous parle, on mettait les sociétaires à la retraite en principe à partir de 20 ans. Alors quand on avait gagné quelques années supplémentaires, il fallait tout de même pas se plaindre. Et oui, bien sûr, ça fait un coup parce que je n'ai jamais eu de rancœur ni rien. Je n'avais aucune raison d'en avoir. J'ai eu une carrière dont je peux être contente malgré tout. Et non, je n'avais aucune rancœur, mais un peu de mélancolie, oui, de quitter la maison, mais d'un autre côté, je suis partie à un moment où je l'ai prouvé, j'avais la possibilité justement de retravailler, de jouer ailleurs. Il y a eu un passage un peu difficile, il y a toujours un passage un peu difficile, il faut s'habituer à autre chose, se dire « Ah mais tiens, je ne joue pas ce soir ». Pour moi, la grande hantise, comme tous mes camarades à l'époque, c'était de se dire « Tiens, est-ce que je joue ce soir ?» Même quand on jouait beaucoup, on savait qu'on allait tous les soirs au théâtre, mais avec l'alternance, quelquefois on disait « Oh mon Dieu, je ne joue pas ce soir ». Non, c'est pas... Alors oui, bien sûr, on a un petit peu de mélancolie de quitter une maison comme celle-là, moi que j'aime infiniment et que j'ai toujours aimé d'ailleurs. Et j'y suis restée très attachée, je la vois de loin, mais j'ai eu la grande chance d'y retourner. Vous y êtes revenue l'année dernière ? Oui, je suis retournée à l'Odéon pour jouer La Folle de Chaillot, et je suis retournée l'année dernière pour jouer aussi La Folle de Chaillot, mais à la salle Richelieu. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que je me disais, j'étais très heureuse, et je me disais, mais je vais être morte d'émotion de me retrouver sur cette scène après 18 ans, Alors, le trac, je l'avais. Oui, on l'a toujours. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le trac, ça m'étonne. Le trac, j'avais un trac énorme, mais j'avais mon trac de comédienne. Mais je n'avais pas cette émotion que j'appréhendais en me disant, tiens, je vais me retrouver sur cette scène, que de souvenirs, parce que j'en ai eu j'en ai des souvenirs sur cette scène. Et pas du tout. Je me demandais même, je me disais, mais voyons, j'y ai joué, ou vous savez, ah ben oui, si, j'ai joué. Et puis tout d'un coup, à la fin de la pièce, il y a eu les rappels. La salle s'est illuminée. Et je dois dire que là, alors j'ai eu un coup au cœur. Les larmes me sont venues aux yeux. Et j'ai pris la main de ma camarade de Lamar, qui est une vieille camarade de toujours, puisque nous avons eu notre premier prix ensemble, et qu'elle aussi rejouait dans La Folle de Chaillot, comme moi, comme sociétaire honoraire. Et tout bas, je lui dis, c'est tout de même une belle maison. Elle m'a dit, oh oui. Et là, vraiment, à chaque fois que je voyais Ça, c'était le coup au cœur. Oui, c'était le coup au cœur. Mais Gisèle Casatsu, dans le même temps, on peut se demander si ces 28 années passées au théâtre français n'ont pas été des années qui ont peut-être interrompu quelque part une carrière. Je ne sais pas. Parce que là, vous étiez tranquille, vous aviez votre horloge installée un répertoire. Tranquille. D'abord, on n'est jamais tranquille, et je crois que dans cette maison, on ne peut jamais être tranquille. D'abord, pour plusieurs raisons. Bien, quand on est nommé sociétaire, enfin, je vous parle du temps où j'y étais. Il y a eu des changements depuis, mais quand je suis entrée au théâtre français, on savait quand on était nommé sociétaire qu'on en avait pour 20 ans. 20 ans, comme on dit, 20 ans de maison, c'est-à-dire depuis l'entrée à la Comédie Française. Moi, je suis entrée, j'étais mineure, il n'y a pas de secret. Vous êtes entrée à quelle année ? Eh bien, je suis entrée en 1934 et je venais tout juste d'avoir 20 ans. Vous voyez, c'est que je suis une vieille grand-mère. Et en entrant au théâtre français, c'était ma joie, mon rêve réalisé. Et je suis entrée au français. C'est mon père qui a signé mon engagement parce que j'étais mineure et que je n'étais pas encore mariée. Je me suis mariée quelques jours après. Et je savais donc que quand j'ai été nommée sociétaire, seulement après 4 ans, je savais qu'il y en avait pour 20 ans. Mais on n'est jamais tranquille malgré tout. Alors, quand vient les 19 ans, on se dit ça va être pour l'année prochaine. Bon, si ça ne l'est pas, tant mieux. Mais en dehors de cette
Oui, il y a une sécurité matérielle tout de même de se dire qu'on est là. Et ça, quand souvent j'ai entendu des sociétaires ou des gens se plaindre de la maison, surtout dans une époque qui est tellement bouleversée et bouleversante, eh bien je pense qu'ils ont tort parce que c'est quand même quelque chose d'énorme d'appartenir à cette maison. Eh bien, on n'est jamais tranquille parce qu'il y a tout de même toute la vie intérieure de la maison. Et moi, j'avais une ambition quand j'étais jeune, je l'ai un peu réalisée, c'est que j'avais envie de faire du théâtre d'abord, mais d'avoir aussi une vie normale, d'avoir un mari, oui, des oui. enfants, Oui, aujourd'hui des petits-enfants. On dirait une scène de répertoire, un mari, des enfants, un ménage. Oui. Non. Oui. J'ai eu la possibilité de réussir ce vœu. Réussir, c'est un bien grand mot, parce qu'on ne sait jamais si on a tout à fait bien réussi ce qu'on voulait, mais enfin, j'ai quand même eu la chance de faire ce métier et d'avoir cette famille. Comédienne et femme, alors que parfois, même dans certaines occasions, on est obligé d'être ou l'un ou l'autre. Oui. Certains ont dû faire des choix. Peut-être que l'un ou l'autre, peut-être a pâti un peu, peut-être que effectivement, si ma vie s'était dirigée d'une autre manière, si je n'étais pas entrée au français, oui, peut-être je n'aurais pas eu exactement la même vie. Quoique, pour moi, c'était impensable de ne pas avoir d'enfants. Alors, j'en ai 4, je ne parle pas du nombre, mais enfin, il fallait, je dirais même que c'était indispensable pour une comédienne. Alors là, je crois que la route a été bien suivie, Gisèle Cazetsue, parce que vous avez été doyenne très jeune, doyenne de la Comédie Française. Ensuite, vous avez fait vos adieux très tôt, et puis vous avez joué au boulevard. Alors je me demande si vous avez joué au boulevard d'une manière différente, parce qu'il y a eu Patate, il y a eu Lorsque l'enfant paraît. Oui. Vous l'avez joué combien de fois, Lorsque l'enfant paraît? 6 mois, je crois. Oh là là. Et je l'ai joué en tournée avec Luguet. Oui, ça a été un très très beau souvenir. C'était très amusant. C'était une lourde succession parce que j'ai repris ce rôle bien des années après Gaby Morlet, qui l'avait illustré d'une manière exceptionnelle. C'est une lourde charge. Mais enfin, il ne faut pas se souvenir, on ne peut pas. Il faut bien, hélas, quand les gens ne sont plus là, il faut bien continuer et rejouer les rôles. Oui, j'ai joué Lorsque l'enfant paraît, j'ai joué La Voyante. J'ai eu la chance de jouer avec des comédiens merveilleux. Vous jouiez différemment à ce moment-là? Mais qu'est-ce que vous entendez différemment? On est quand même dans une maison illustre, avec un répertoire, et parfois, lorsqu'on va sur le boulevard, d'autres me l'ont dit, on a une forme de liberté. Ah, vous entendez au point de vue du jeu lui-même? De l'expression, oui, par rapport à soi-même. C'est-à-dire que on est obligé de s'adapter au cadre. Je n'ai pas eu personnellement au Théâtre Français de problème de cadre parce que j'y suis entrée très jeune et j'ai été tout de suite, je n'avais pas fait l'expérience d'autres théâtres. Je crois que c'est très difficile pour ceux qui viennent de l'extérieur de s'adapter au français. Mais si vous voulez, passant d'un très grand cadre à des cadres plus petits, sur ce plan-là, je n'ai pas eu de problème du tout. Et j'avais joué beaucoup de modernes au français, ce qui était un petit peu, ça paraît paradoxal, surtout à l'époque où j'étais, mais j'ai fait des créations au Théâtre Français. J'ai joué énormément de pièces modernes. J'ai créé, ma première création, c'était Madame 15. Après ça a été Asmodée de François Mauriac qui a décidé de ma carrière au français. J'étais nommée sociétaire après. Et j'ai joué beaucoup de modernes. Alors, en dehors du français, je jouais aussi tout un répertoire moderne. Donc, en tournée, je jouais beaucoup. Donc, non, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des problèmes de ce côté-là, non. Et Gisèle Cazetsue, avez-vous l'impression parfois d'avoir trahi un tout petit peu la famille? Parce qu'il faut bien dire que c'est une dynastie, les Cazetsue. Je crois que vous aimez bien ce mot-là, et enfin, on nous parle toujours de dynastie. Mais si, il y a eu les Bach, il y a eu on pourrait dire aujourd'hui les Tortelier. Oh oui, je sais bien. Non, c'est-à-dire que je vous apprendrai rien en disant que chez les Cazetsue, c'était la musique. On commençait par la musique. Vous savez, c'est mon grand-père, le père de mon père, qui, lui, adorait la musique, qui jouait du violon. Il avait appris le violon avec un jeune camarade de bureau, car il fallait bien qu'il travaille. Et ça fait très, très conte de fées. Il en avait épousé la sœur, très jeune. Et mon grand-père et ma grand-mère ont eu 14 enfants qui n'ont pas tous vécu, mais ils en ont élevé 9. Et mon grand-père avait décidé que tous ses enfants seraient musiciens. Et il l'avait décidé. Il l'avait décidé parce que pour lui, il n'y avait rien d'autre, rien de mieux. C'était une époque où on disait aux enfants, on les dirigeait. Mais il aurait pu avoir formulé ce vœu et ne pas être exaucé. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous les enfants étaient musiciens. Parce que mon grand-père faisait les bals de nuit pour augmenter les ressources de sa nombreuse famille. Il était
était, paraît-il, caissier dans une maison de bonneterie. Enfin, il travaillait énormément. Mais quand il rentrait la nuit, ou au matin, il paraît qu'il ouvrait le piano près duquel reposaient ses enfants, et puis il frappait une touche, il disait « Allons, voyons, quelle est cette note ?» Alors il y avait un enfant du fond de son sommeil qui répondait mi bémol ou sol dièse. Enfin, et c'est très drôle parce que malgré tout, on est toujours conditionné, comme on dit maintenant, par son époque. Et mon grand-père, qui avait tout de même les idées extrêmement larges, qui était le fils d'une comédienne, elle-même, mon arrière-grand-mère, était née aussi de père inconnu. Vous voyez, nous sommes casés dessus par les femmes. L'arrière-grand-mère. Toute la légende. Hein. Oui, ça vous m'interrogez là-dessus, alors je vais être intarissable, vous m'arrêterez. Mais la grand-mère de mon grand-père, Rosalie Casatsu, qui était une Catalane qui ne parlait pas un mot de français, paraît-il, qui était terrible, avait eu un enfant, on ne sait pas de qui. Eh bien, pudiquement, au cimetière, elle est enterrée Rosalie Casatsu, et l'arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père, en dessous, il y a marqué « et sa fille ». On n'a pas mis, on avait peur à l'époque de choquer. Bon, alors cette grand-mère, la mère de mon grand-père, elle était comédienne. Elle n'a pas fait une grande carrière, puis elle est morte assez jeune. Mais elle avait eu ce fils, mon grand-père, on ne sait pas de qui. Vous êtes donc fidèle à cette grand-mère-là. Eh ben oui, alors ça a sauté une génération, oui, 2 générations. Oui. Et c'est amusant parce qu'au contraire, maintenant, ce sont les petits-enfants qui font de la musique. Et alors, donc mon arrière-grand-mère détestait la musique, c'est curieux. Elle coupait les cordes du violon de mon grand-père, ce qui n'était pas très gentil, mais enfin. Et alors lui a persévéré et n'ayant pas pu faire vraiment de la musique, en faire vraiment son métier. Il jouait du violon, il faisait les bals de nuit, il travaillait, c'était un homme extraordinaire, il avait inventé une méthode de guitare, il faisait des tas d'inventions, mais il avait décidé ça pour ses enfants. Et lui a eu avec ma grand-mère 9 enfants, la pauvre grand-mère est devenue paralysée au 9e. C'est une de mes tantes qui a élevé son frère, qui a élevé mon neveu, mon cousin Robert, qui en a fait le pianiste qu'il était. Et mon père, lui, tous ses frères et sœurs ont eu un seul enfant. Et mon père, lui, en plusieurs fois, mais il en a eu plus. Il s'est marié très jeune avec une violoniste qui avait grand talent, qui s'appelait Renée Delherba. Il a eu 2 filles, mes 2 sœurs. Ma sœur aînée, elle a été violoniste et elle est mariée avec André Gaudin, qui a eu son heure de célébrité, baryton de l'opéra et de l'opéra comique. Et mon autre sœur, malheureusement, est morte il y a quelques années. Elle était cantatrice et elle a animé le théâtre Harlequin et Micropéra avec Xavier de Courville, son mari. On ne sort pas de la famille, on ne sort pas de la musique, on ne sort pas du chant. Alors mon père, lui, a épousé plusieurs années après son divorce. Il a épousé ma mère qui était toute jeune et qui était harpiste. Et alors, il a eu 2 enfants, mon frère Christian qui a été comédien et directeur de théâtre, et moi-même la petite dernière. Mais je dis petite dernière, pas tout à fait, car mon cher papa était un être merveilleux, plein de fantaisie, à qui on pardonnait tout, et qui, tout en restant marié avec ma mère, avait aussi un autre ménage, un autre fils, enfin voilà. Et vous lui pardonnez? Oh, bien sûr, d'ailleurs, je n'avais rien. Mais quand j'étais petite, il paraît que j'étais assez dure avec lui sur toutes ces histoires-là. Il disait, oh, ma fille est terrible. Ma femme est intelligente, ma fille, je crains ma fille. Alors, mais c'était un grand artiste, c'est tellement... Une mère harpiste? Oui. Et un père altiste, lui. Mon père c'était Henri, il avait fondé la Société des Instruments Anciens. Il avait fait partie du Quatuor Capet à sa fondation. Il avait joué dans toutes les cours d'autrefois d'Europe et du monde entier. Et puis, il avait fondé sa propre Société d'instruments anciens, avec son frère, sa sœur, la famille. Et puis, il était compositeur et chef d'orchestre. Et c'est à cause de lui que j'ai tellement aimé le théâtre. Je ne sais pas si c'est à cause de l'hérédité de l'arrière-grand-mère, mais mon père était directeur musical et chef d'orchestre à la Gaîté Lyrique. Et quand nous étions tout petits, il nous emmenait à la Gaîté Lyrique et nous assistions au spectacle ou dans la fosse d'orchestre ou sur la scène. C'est là que vous avez reconnu le théâtre. Ah, mais écoutez, j'avais 4 ans. Ah oui, alors ça, je connaissais pas du tout la Comédie Française. Oui. Et j'avais 4 ans, 5 ans, j'assistais à La Belle Hélène, je me souviens parfaitement. De Denise Gray, que j'aime beaucoup, qui est une comédienne adorable et merveilleuse. Et j'ai vu Denise Gray qui jouait le petit Oreste enfant. Et ça, c'est une chose qui m'a frappée. J'étais petite, j'allais lui dire bonjour dans sa loge.
Et elle a une fille, Denise Gray, qui doit être un peu plus jeune que moi, oui, qui doit avoir quelques années de moins que moi, et elle lui faisait des toutes petites robes en velours noir. Et entre les scènes, elle cousait des robes pour sa fille. Et Max Derly avait décidé dans La Belle Hélène d'entrer sur une patinette. Et mon père nous avait rapporté une très belle patinette d'Amérique du Nord, à mon frère et moi, mais nous allions voir la patinette à la Gaîté Lyrique parce que Max Derly avait pris la patinette. Alors, c'était un grand regret pour moi, mais enfin j'ai... Mais pourtant, Gisèle Casatsu, vous aviez fait des études musicales. Et oui. Alors, oui, qu'est-ce s'est-il passé? Parce qu'il y a eu le solfège, il y a eu même le conservatoire. Ah non, vous avez été recalé au conservatoire. Mais oui, mais j'ai appris mes notes avant d'apprendre mes lettres. C'est pas bien ça. Je vais vous dire quelque chose qui surprend beaucoup mes petits-enfants, et ça, ils m'envient terriblement. Je crois que ça ne serait plus possible maintenant, mais je ne suis jamais allée à l'école. Jamais? Jamais. Mes enfants en riant disent quelquefois tu n'es pas une autodidacte, tu es un camion-didacte, mais je ne suis jamais allée à l'école parce que mon père qui était très fantaisiste, qui lui travaillait à l'âge de 11 ans, qui était dans un orchestre, qui était formidable, qui s'était fait lui-même, qui aurait pu être ambassadeur, mon père trouvait, ayant toujours des soucis d'argent, que c'était très ennuyeux de payer pour l'école. Et ma grand-mère, j'avais une grand-mère maternelle merveilleuse, qui était russe, qui avait beaucoup d'autorité, qui était extraordinaire, qui était un peu snob, et elle trouvait qu'il fallait aller dans une école payante. Alors il y avait là une grande discussion familiale, et mon père avait tranché la question en disant que du moment que je faisais de la musique, c'était pas possible. Alors je suis allée dans un cours tout de même. J'ai été dans un cours pendant quelques années, il n'y avait pas le cours Atmer pour les filles à l'époque, mais il y avait un professeur merveilleux qui donnait des cours aux sœurs ou cousines d'élèves et chez un particulier. Alors jusqu'à la 6e, j'ai été comme ça dans ce cours, tout ça pour travailler la musique, la danse, le solfège, le piano naturellement. Vous étiez doué pour le piano? Eh bien, il paraît, je peux le dire, puisque j'ai totalement abandonné, que ce n'est pas modeste, mais oui, il paraît que j'étais très douée. Alors... Et ma tante Rosette, qui était l'aînée des Casatsu, et qui faisait travailler toute la famille, là aussi il y avait eu un litige épouvantable, parce que ma grand-mère maternelle était professeure de piano. Et ma tante Rosette, la sœur de papa, était professeure de piano. Elle avait formé toute la famille. Alors, qui fera travailler Gisèle, la tante ou la grand-mère? Alors, c'est ma tante qui l'a emportée, ma grand-mère qui m'adorait, qui était merveilleuse, mais a décidé avec son accent russe, je ne t'entendrai jamais jouer une note. Et c'est vrai, elle fermait le piano chez elle, j'avais pas le droit d'ouvrir le piano. Et ma tante prétendait qu'à 7-8 ans, je jouais admirablement les valses de Chopin. Alors là, peut-être vous vous êtes trompé un tout petit peu, Gisèle Casatsu, parce que le piano, c'est quand même la liberté. Oui, bien sûr, mais j'étais très paresseuse. Ça, je vous l'avoue, j'étais très paresseuse. Moi, j'aimais le théâtre et j'ai toujours voulu faire du théâtre, mais il n'était pas question d'en faire à cet âge-là. Il n'était pas question de faire du théâtre et j'ai abandonné le piano parce que ça m'embêtait beaucoup pour faire de la harpe. Tout ça pour essayer de moins travailler. Alors la harpe, j'ai travaillé et je me suis présentée, enfin on m'a présentée au conservatoire où j'ai été glorieusement recalée. Alors j'étais absolument enchantée. Ma grand-mère disait alors, je dis je suis admise à me représenter l'année prochaine. Parce qu'il faut vous dire j'étais assez insupportable quand j'étais jeune. Jusqu'à 15 ans j'étais un garçon manqué, j'étais terrible. Je tenais de mon père de faire des blagues. J'aimais bien les blagues. Alors qu'est-ce que vous gardez de la musique, le goût de l'harmonie? Le goût de la mesure, cher monsieur Chancel, le goût de l'ordre. Je sais toutes, oh non, je suis pas très ordonnée. Je sais toutes mes clés d'ut, mais ça ne me sert à rien. J'ai essayé de les apprendre à mes fils, à mes filles, ça n'a rien donné, mais mes fils un petit peu, mais ils sont vite débarrassés de moi comme professeur. Ils ont eu raison quand ils étaient jeunes. Et puis en famille, on travaille jamais très bien. Et alors j'adore la musique. Et je pense, et plus je crois effectivement que c'est l'art qui donne le plus de liberté, enfin, qui donne en tous les cas qui est l'art le plus complet. Alors vous parlez de votre famille parce que tout continue, hein. Ça vient de loin. Maintenant il y a un siècle, mais je veux dire que un siècle pas pour moi. Hein. Non, mais la famille. Je vous ai dit que j'étais une vieille grand-mère, mais la continuité est assurée. Alors, depuis l'arrière-arrière-grand-père, ça fait combien? Eh bien oui, il y avait mon grand-père, il y a eu mon père et ses frères et sœurs, il y a nous, et puis maintenant il y a mes enfants, mes neveux, toute la famille, il y en a quelques-uns qui font carrière, et puis mes petits-enfants, j'ai un petit-fils qui a 21 ans, j'ai 6 petits-enfants, et bien celui de 21 ans
et fait ses études de chef d'orchestre et c'est extraordinaire. Au mois d'octobre, au pied levé, il a dirigé la vie parisienne ici à Paris, au Châtelet pendant un mois. J'ai l'impression, Gisèle Gazatsu, que vous êtes très heureuse de voir ce petit-fils diriger un orchestre, bien plus heureuse que si vous regardiez votre fils Jean-Claude Gazatsu diriger les siens. Non, pas plus, non, pas plus. Vous savez, on me blague beaucoup dans la famille, on dit toujours, oh naturellement, bon, maman se précipite quand Jean-Claude donne un concert, et j'aime bien, c'est une faiblesse, j'aime bien le voir de profil. Alors on rit toujours, on dit naturellement, elle se précipite pour avoir une place pour le voir de profil, j'aime bien le voir, c'est comme ça. Mais vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée un jour, et je parle de lui aujourd'hui parce que malheureusement, il vient de mourir, c'était un grand sculpteur, et pendant que je vous parle, il paraît qu'il y a une messe à sa mémoire, et je n'ai pas pu y aller, c'est Paul Belmondo. Ah, oui. Et Paul Belmondo avait fait un buste de moi il y a pas mal d'années pour un film. Et puis très gentiment, il m'avait donné ce buste, et alors on se rencontrait quelquefois dans la vie, comme ça. Et un jour, il me dit, vous savez, ma chère amie, jusqu'à présent, j'étais Paul Belmondo de l'Institut. Eh bien, maintenant, je suis le père de Jean-Paul Belmondo. Eh bien, moi, je dis que je suis très heureuse aussi d'être la mère de Jean-Claude Gazatsu et puis de mes autres enfants qui font tous des carrières artistiques. Et puisque vous parlez de Paul Belmondo, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on ne lui a pas fait. Il méritait plus. Oh là là, je pense bien. Il méritait beaucoup. Mais peut-être sera-t-il installé très bien pour plus tard. Mais c'est un homme et cela ne concerne pas son fils Jean-Paul, mais lui-même tout seul. Et puis eux aussi, ce sont des artistes qui avaient un grand esprit de famille, je crois. Vous savez, c'est important. Alors je reviens à la famille de Gisèle Gazatsu, oui. C'est-à-dire à la vôtre. Alors il y a Jean-Claude Gazatsu, on connaît le chef d'orchestre, qui dirige l'orchestre philharmonique de Lille. On sait que maintenant il a un poste très privilégié, je ne sais plus lequel très précisément, mais près du Premier ministre. Il paraît, je l'ai appris par le journal. Il y a une comédienne. Oui, Martine Pascal. Oui, c'est très compliqué. J'ai 4 enfants, ils ont pris 3 noms différents. Mais il faut dire qu'on ne s'y reconnaît pas beaucoup dans la famille déjà. Mais alors chez nous, mon mari s'appelle Lucien Pascal pour le théâtre, puisqu'il avait pris ses 2 prénoms comme pseudonyme. Mais en réalité, son vrai nom, donc le mien, puisque nous sommes mariés, c'est Props. Alors Jean-Claude a pris mon nom et Gazatsu. Ma fille Martine a pris le pseudonyme de son père, elle s'appelle Martine Pascal. J'ai une autre fille, Béatrice, qui est peintre, sculpteur et qui est professeur aux Beaux-Arts, qui s'appelle Béatrice Gazatsu, et le petit dernier, qui va avoir 28 ans, qui est musicien également, lui, s'appelle Dominique-Henri Probst, il est compositeur et percussionniste. Alors je crois que Dominique n'a pas voulu prendre le nom des Gazatsu parce qu'il y avait Jean-Claude au départ, peut-être. Dans une même génération. Je pense qu'il a eu tout à fait raison d'ailleurs, parce que vous savez, les gens ne sont pas toujours très bienveillants. On dit gentiment qu'on est beaucoup, mais quelquefois on l'a dit d'une façon peut-être pas très aimable. Et je crois qu'il a eu raison parce que il était au conservatoire. Son frère avait déjà un nom et il ne voulait pas du tout qu'on puisse dire tiens c'est le petit frère, ah bon le grand frère le protège, non. Et puis il a eu raison aussi, il dit j'ai un nom et puis j'ai trouvé que c'était très bien qu'il ait envie de garder son vrai nom. Ça vous agace un peu lorsqu'on dit la dynastie des Gazatsu? Oui, non, ça ne m'agace pas, mais enfin quand c'est dit gentiment, non. Bon, on peut le dire pas gentiment du tout? Vous savez, je vous apprendrai rien. Le monde n'est pas toujours très aimable. Moi, personnellement, je me plains pas parce que c'est peut-être aussi une faiblesse. Je crois pas que j'ai d'ennemis. J'ai toujours essayé dans ma vie d'être pour la paix et pour la bonne entente. Alors, mais je pense qu'on n'empêche pas, oui. Alors, je ne sais pas si vos parents ont été comblés par ce que vous êtes devenus, parce qu'ils auraient souhaité sans doute que vous puissiez être, je ne sais pas, ou pianiste, ou harpiste, ou violoniste. Vous avez été comédienne. Alors, vous, de votre côté, êtes-vous heureuse de ce que sont devenus vos enfants? Oui, je pense que du moment qu'ils font ce qu'ils aiment et qu'ils le font bien, avec conscience, scrupule et puis amour, eh bien, je pense que c'est une grande joie et une grande satisfaction pour des parents, parce que on ne peut rien imposer, nous ne leur avons rien imposé, on a tout juste essayé quelquefois de modérer leurs envies à une époque où peut-être ça ne correspondait pas à ce qu'ils étaient capables de faire, mais nous ne les avons jamais empêchés de faire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient. Et bon, moi je crois que pour moi il n'y a pas eu de problème. Mes parents étaient très contents enfin ils auraient peut-être préféré que
je sois musicienne. Bon, enfin, j'étais ravie que je fasse du théâtre, que je sois à la Comédie Française. Ma grand-mère maternelle, qui, elle, avait eu des tas de réticences, parce que la musique, ça allait bien, mais le théâtre, ça ne lui plaisait pas tellement. Et quand j'étais reçue au conservatoire, alors là, ça l'a rassurée. Et puis la Comédie Française, elle était enchantée. Voilà, parce que si vous avez été recalé au conservatoire de musique, vous avez quand même eu le premier prix du conservatoire d'art dramatique. C'est un beau rappel, quoi. Oui, mais enfin, vous savez, oui, j'ai eu de la chance d'avoir cette récompense parce que ça a pu m'ouvrir les portes de la Comédie Française. Mais maintenant, les récompenses, ça veut pas dire grand-chose. Mais Gisèle Gazatsu, il est quand même bien fini le temps des ingénues, des jeunes premières, des soubrettes légères. Et oui, mais alors il y a de la nostalgie là où... Non, pas du tout, mais il y a quelque chose, oui, il y a un changement, changement de vie, sur tous les plans, et bien plus grand changement depuis ma jeunesse et maintenant que dans les générations précédentes jusqu'à ma jeunesse. Oui, maintenant ça n'existe plus, on ne parle plus d'emploi. Moi j'étais engagée au Théâtre Français, comme d'ailleurs tous les engagements de cette époque portaient, pour moi ça portait engagé comme ingénue, jeune première, soubrette légère et utilité. Parce que c'était une clause, on n'avait pas le droit de refuser un petit rôle. Alors donc utilité, ça englobait tout. Comme ça, on était sûr que le comédien ou la jeune pensionnaire ne dirait pas, mais pas du tout, je ne veux pas faire une figuration intelligente. Non, utilité. Alors oui, il y avait des emplois, mais maintenant il n'y en a plus. Mais aujourd'hui, vous devez vous faire une idée particulière du théâtre. Oui, je vous dirais même que je n'ose plus. J'ai un grand scrupule à faire partie du jury, par exemple, parce que tout a tellement changé, et puis je ne me reconnais pas le droit de dire est-ce que X ou Y pourra ou ne pourra pas faire de théâtre. Parce qu'il y avait certains critères qui n'existent plus maintenant. On voit justement à cause de cette notion d'emploi qui a disparu, qui n'est pas mal dans un certain sens. Un comédien, il ne faut pas de ségrégation, même un comédien dont l'âge, surtout ce qui est très important maintenant à cause du cinéma et de la télévision, mais un comédien qui a le physique, donc l'âge, la voix d'un rôle. Pourquoi l'en empêcher à propos d'un emploi à cause d'un emploi très déterminé? Donc c'est très bien qu'on ait élargi cette notion. Mais on voit, moi j'assiste quelquefois à des choses, je me dis tiens, mais autrefois, ou il y a quelques années, j'aurais jamais pensé qu'X ou Y pourrait faire une carrière. Avec un défaut d'articulation terrible, oui, alors ça marche. Bon, très bien. Au contraire, aujourd'hui, les défauts prennent véritablement de l'importance. Quelquefois, parce qu'ils sont une personnalité, ils représentent quelque chose de totalement différent. Quelque chose d'insolite. Il y a tout un répertoire, tout un vocabulaire nouveau aussi. Donc on se prend beaucoup la tête. Je ne critique pas parce que je trouve ça très bien. Vous critiquez un peu quand même. Vous n'aimez pas les gens qui se prennent la tête et les auteurs. Pas trop. Si. Enfin. Je ne suis pas du tout contre l'intellectualité, loin de là, mais enfin je pense que pour jouer la comédie, d'abord il y a une grande part d'imagination, bien sûr, mais il y a aussi l'instinct. Nous étions amusés à écouter vos aînés à la Comédie Française. Oui. D'ailleurs sur des vieilles bandes. Oui. Et ils parlaient d'une certaine manière. Oui. On jouerait de la même manière aujourd'hui, même en français. Ce serait inécoutable. Mais bien sûr. Alors. Oui, mais vous savez, il y a eu... Alors là, moi, j'ai assisté aussi à un grand changement dans mes années de jeunesse. Quand je suis entrée au Théâtre Français, je ne veux pas leur faire tort, et je ne citerai pas de nom, mais il y avait en 1934, il y avait des comédiennes d'un âge plus que certains qui ne voulaient pas abandonner leur rôle, qui jouaient des petites jeunes filles. Eh bien, j'étais très bien élevée, mais quand j'étais dans la salle, moi, je m'enfonçais les ongles dans les mains pour pas rire. Et puis quand en 1936 il y a eu un grand changement, un grand bouleversement, il y a eu l'arrivée d'Édouard Bourdet qui était un grand administrateur, Édouard Bourdet a remis à ce moment-là les choses en place, il a redonné aux comédiens qui avaient l'âge des rôles, il leur a donné les rôles au détriment de sociétaires qui s'accrochaient à des rôles parce qu'ils en étaient chefs d'emploi et qui ne voulaient pas laisser jouer les jeunes derrière eux. Mais donc il y a eu déjà ce changement, puis il y avait le cinéma qui nous jeunes nous faisait dire mais un tel Y il n'a pas l'âge du rôle, mais il est trop vieux. Il y avait un vieux sociétaire à l'époque qui n'était pas dénué de talent d'ailleurs, qui avait dit un jour devant moi, ça m'avait beaucoup amusé, j'étais jeune, mais il avait dit oh ici qu'est-ce qui compte à la Comédie Française? La voix, au 4e rang d'orchestre, on ne voit plus les rides. Si, on les voyait, on les voit, et puis on a l'habitude maintenant de les regarder. Alors, le cinéma, la télévision nous
nous empêche de faire distribuer des rôles de jeunes à des personnes trop âgées. Pardon, je crois que vous vouliez me demander quelque chose. Je veux dire que autrefois, c'était vraiment le rôle, peut-être au détriment de l'âge. Tandis que maintenant, non, ce qui prime, c'est d'être le personnage, quelquefois, peut-être au détriment du personnage, du rôle, de l'âge. Gisèle Gazet-Su, peut-on dire que vous avez joué tous les grands rôles du répertoire à la Comédie Française, ou peut-être certains rôles sont-ils passés près de vous? Vous n'avez pas pu les toucher de la voix. Oui, j'ai été engagée à l'époque comme ingénue. Eh bien, je n'ai jamais joué Agnès et Cécile à la Comédie Française. C'est drôle. Je l'ai joué en dehors. Ce sont les regrets éternels. Oh non, j'en ai eu d'autres. Et puis, non, puisque je l'ai joué. Je l'ai pas joué au français, mais je les ai joués en dehors. Alors. Tout le reste, vous l'aurez joué, ou à peu près. C'est fou ce que vous avez joué. Hein. Ah oui, bien sûr. 28 ans de comédie française, on vraiment. En joue surtout à l'époque, il y avait l'alternance. Oui. J'ai connu une époque démente. Et après, avec la salle Luxembourg. Quand on jouait, moi, il m'arrivait de lever le rideau d'une pièce en un acte à la salle Richelieu, de courir en voiture, d'aller en voiture à la salle Luxembourg pour arriver pour un acte et puis de repartir au Théâtre Français, de jouer 4 pièces différentes dans la journée. Et nous n'y faisions pas attention, mes camarades et moi, nous partions en voiture, habillés, en costume. Je me souviens de la tête de gens dans la rue, voyant moi habillée. Quelle pièce, par exemple? Je me souviens avoir joué, je ne sais plus, je crois que c'était peut-être la soubrette du légataire universel et puis la pêche et soie. Je sais que je suis partie en costume de soubrette avec mon petit bonnet blanc, le costume au volant de ma voiture. Et d'arriver à la salle Luxembourg où, vite, on me déshabillait pour me faire endosser un autre costume. Non, mais ça, c'est une gymnastique qu'on a tous fait. Justement, la gymnastique, aussi la gymnastique de la mémoire. Comment peut-on passer d'une pièce à une autre, d'un texte à un autre? C'est vrai. Eh bien, c'était le miracle de la Comédie Française, ça. Parce que les comédiens qui venaient de l'extérieur, qui avaient fait une grande carrière ou une carrière à l'extérieur, qui n'étaient pas entraînés à cette gymnastique, avaient énormément de mal à s'y faire. Tandis que, nous, on était habitués à ça. Mais après toutes les représentations de Lorsque l'enfant paraît, c'est lorsque vous êtes allé au boulevard, je suis persuadé que vous n'auriez pas pu recommencer cet exercice tout de suite. Non, peut-être pas, C'est-à-dire passer d'une pièce à une autre. Non, je ne sais pas. Oh, si, je crois. Oh, après tout. Je pense que si. Je pense qu'on est... Parce que vous voyez, même la mémoire, moi dans la vie, je suis comme des tas de personnes de mon époque. J'oublie, j'ai pas de mémoire, je suis très étourdie. Mais j'ai une mémoire professionnelle. J'apprends et les textes, il y a tout de même un entraînement. Vous pourriez très vite reprendre un rôle aujourd'hui? Ah, ça, les rôles que j'ai joués étant jeune, je ne pourrais plus les jouer, étant donné que je n'en ai plus l'âge. Mais je parle de la mémoire, je parle du texte. Oui, mais très vite. J'ai appris La Folle de Chaillot en combien de temps? En quelques jours. On m'a demandé, je crois que je l'ai en 12 jours, 10-12 jours, oui. D'ailleurs, c'était très bien, j'ai pas trop répété. Moi, j'aime bien répéter, mais pas trop quand même. Alors maintenant, c'est ça, on répète des mois pour jouer très peu. On répète plus qu'on ne joue. Vous étiez quand même dès le départ assez privilégiée, Gisèle Gazet-Su, parce que vous étiez née dans une famille totalement donnée à tout ce qui est artistique, et vous aviez la chance de voyager. Dans les deux cas, si vous étiez resté du côté de la musique, vous seriez devenu pianiste sans doute. Peut-être, j'aurais voyagé aussi. Vous seriez allé au bout du monde. Mais la Comédie Française vous a entraîné dans tous les bouts du monde. La comédie et d'autres tournées qui dépendaient des affaires étrangères. J'ai eu beaucoup de chance de faire de grandes tournées je ne dirais pas dans le monde entier, ça serait un petit peu excessif. Dans beaucoup de pays quand même. Dans beaucoup, oui, je ne sais pas, au moins 40 ou 45 pays, avec la Comédie Française et en dehors de la Comédie Française. En 1945, tout de suite après la Libération, Édouard Bourdet, qui avait été nommé en 1944 après la Libération comme superintendant de tous les théâtres, il y avait une place tout à fait haut placée, m'a désigné très aimablement pour représenter la Comédie Française pour une grande tournée officielle en Amérique du Sud, dont le but était de montrer ce qu'avait été l'activité artistique malgré 4 ans d'occupation. Et l'ambassadeur de France de l'époque, Dastier de la Vigerie, avait surtout demandé cette tournée pour le Brésil. La tournée s'est étendue à l'Argentine, au Chili, à
à l'Uruguay en 1945. Et le but, donc, était de montrer ça. Il y avait toute cette activité artistique. Il y avait aussi toute une exposition de peinture. Il y avait des défilés de mode. Vous étiez l'ambassadrice. Bon, oui, enfin, c'est vrai, mais nous avons eu tous, mes camarades et moi, cette impression merveilleuse de penser que l'accueil qui nous était fait nous dépassait, nous, personnellement. Ça allait vraiment à la France. Je sais pas, on ne reverra peut-être jamais ça. C'était le 14 juillet à Rio de Janeiro, où nous avons été reçus d'abord à l'ambassade, mais au plus grand casino de Rio, qui était décoré aux couleurs françaises, où les musiciens avaient ordre de ne jouer que de la musique française, où toute la cuisine était française, où les gens leur avaient demandé de ne parler que français, après une grande soirée à l'ambassade, mais c'était quelque chose où les gens avaient été privés de théâtre pendant plusieurs années, ils n'avaient pas eu le souffle artistique de la France. Eh bien, c'était fabuleux. On était couverts de cadeaux, alors là, on avait vraiment l'impression, c'était très, très, très agréable, mais très, très exaltant. C'était de servir à quelque chose. À dire vrai, vous ne regrettez rien. Oh non, au plus d'abord, de toute façon, les regrets, ça ne sert à rien. Quand c'est derrière, je suis d'un âge et d'une génération, évidemment, j'appartiens un peu plus au passé maintenant, mais tout de même... un passé, un présent. Ah oui, mais le présent compte beaucoup. Oui, bien sûr, je suis en activité, c'est merveilleux, mais je veux dire que j'en ai fait plus qu'il ne m'en reste à faire. Vous savez, tout de même, c'est merveilleux de pouvoir regarder derrière, mais il ne faut pas trop, il ne faut pas s'attendrir. Mais vous vous êtes fixé une limite ? À quel propos? C'est-à-dire, à telle année, je m'arrête. Ah non, je m'arrêterai quand on voudra plus de moi. Je crois qu'on est... Oh oui, oui. Vous savez, c'est très touchant quand même. Je trouve que moi, je dois beaucoup à la télévision maintenant. Je suis émerveillée de penser que j'ai joué pendant 28 ans un répertoire magnifique au Théâtre Français. Ça, j'ai adoré. Mais 28 ans de comédie française, on ne pénètre pas dans le public comme on pénètre avec la télévision. Maintenant, c'est extraordinaire. On fait une télévision, on entre dans le foyer de millions de gens. Le lendemain, c'est très, très, très agréable et en même temps, la modestie en prend un petit coup parce que les gens vous arrêtent, vous parlent, vous remercient. Moi, je trouve ça merveilleux. Ça me touche aux larmes quand des gens dans la rue me disent « Oh, merci, je vous ai vu oh, vous nous avez fait du bien. Oh, c'est bien. » C'est très agréable. Je ne crois pas qu'il y ait un comédien qui dise qu'il est fâché, qu'on le reconnaisse dans la rue. C'est quelquefois un peu gênant parce que si les manifestations sont un peu bruyantes, mais quand c'est dit gentiment, eh bien, oui, c'est vrai, ça fait grand plaisir et on se dit, tiens, c'est merveilleux de penser qu'on pénètre comme ça dans des foyers, que les gens vous voient. Mais peut-être qu'en ce moment, Gisèle Gazet-Dessus, vous attendez un auteur qui écrirait un rôle, mais spécialement pour vous. Ah, mais ça, je serais bien contente parce que, vous voyez, j'ai au moins une chose, j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai, mais je n'ai jamais rien sollicité, je n'ai jamais rien demandé. J'ai eu des périodes où je jouais moins, où on me distribuait moins, et puis d'autres. Alors, j'ai toujours aimé le rôle qu'on me proposait. Enfin, il venait tout seul. J'ai pas eu à dire, oh, je voudrais jouer telle chose ou faire l'assaut d'un auteur ou d'un metteur en scène pour jouer. Bon, on me proposait. Il y a eu des moments où on me proposait moins, où on ne me proposait pas. Et puis, en ce moment, je viens de rentrer de cette tournée. Pour l'instant, je suis en simili-chômage. Oui, en attente. Ah, vous dites quand même en simili-chômage. Non, j'ai de projets, mais très vagues et qui, pour l'instant, là, ces temps-ci, ne se concrétisent pas. Bon, mais ça viendra. Moi, je ne suis pas du tout... J'ai tellement de choses à faire, même en dehors de mon métier que j'adore. Mais vous savez, il y a des gens qui s'ennuient, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et c'est une chose que je regrette, c'est pas avoir assez de temps. Le temps qui me manque, parce qu'il y a tant de choses à faire. Et j'ai été très, très aidée, très aimée, entourée de beaucoup d'affection. Ça vous porte, ça aide dans la vie. Sache pas ceux qui sont seuls, parce que je me souviens d'une comédienne de grand talent. D'ailleurs, pourquoi pas la nommer? C'était Berthe Bovy. Et un soir au Théâtre Français, dans les dernières années, elle avait eu un triomphe, mais un triomphe dans, je sais plus, une soirée poétique, je crois. Et à la sortie, nous étions quelques-uns et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais Berthe, c'est merveilleux, quel succès, comme vous devez être heureuse. Et elle m'a regardée, elle m'a dit oui, mais avec qui est-ce que je vais le partager? Et c'est vrai, c'est affreux. Vous avez pu le partager. Ah oui, bien et vous sûr. Le partagez et encore. Les peines aussi, car vous savez, je parle de mes chances, mais bien sûr, oui. vous vous doutez bien que
une vie n'est pas toujours facile. Le théâtre, la famille, on sait très bien, comme ça dans le rêve, on dit « Oh, que c'est merveilleux d'avoir pu avoir une famille, de faire son métier ». J'ai eu des peines à la Comédie Française aussi, comme tout le monde, mais rien n'est jamais perdu tant qu'on y est. Et il y a aussi un ancien sociétaire qui disait « Le plus important, c'est de durer à la Comédie Française. » Et c'est vrai, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi ça repart. Et c'est vrai que quand on y est, rien n'est perdu. Mais il y a des périodes tristes, il y a des périodes, il y a des climats qui sont terribles. Moi, j'ai eu des, pas personnellement, mais ça a été à la fois ma force et ma faiblesse, c'est de n'appartenir à aucun clan. Alors, c'était une faiblesse, parce que, bon, j'aurais peut-être pu être au courant de choses qui me passaient par-dessus la tête. C'était une force, et pour moi, ça a été quand même un réconfort de me dire, je n'ai jamais fait partie d'un comité, il en faut, mais je n'ai jamais eu à me reprocher d'avoir mis quelqu'un dehors, ou bon, ça, il faut bien qu'il y en ait, mais ça aurait été affreux pour moi. C'est Mauriac, je crois, oui, qui dit je crois bien que c'est dans Asmodée, qui dit le scrupule est un affreux poison. Je ne vais pas jusque-là, mais c'est vrai que quand on a des scrupules et qu'on s'interroge et qu'on se demande si on a fait bien ou mal, se dire qu'on est responsable de certaines choses tragiques, j'aurais pas pu. Mais j'ai pas eu à le faire, donc. Mais j'ai pas eu toujours. J'ai eu des périodes où j'étais très dépressive de voir ce qui se passait, de voir des gens que j'estimais, que j'aimais dans les deux clans, qui s'affrontaient, qui se haïssaient. On me mettait jeune pensionnaire entre deux sociétaires qui voulaient pas se serrer la main, qui venaient de jouer des scènes d'amour et puis qui après se tournaient le dos. Viens là, et si tu serres la main d'une telle, je te parlerai plus. Enfin, vous voyez. Les choses ont changé? Je ne suis plus au Théâtre Français, je ne peux pas vous le dire, mais je pense qu'il y a toujours eu des hauts et des bas, il y a toujours eu des clans. Et alors, comme dit l'autre, rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas, peut-être. Mais puis la réussite, c'est d'avoir pu partager, contrairement à Berthe Bovy, parce que vous avez connu votre mari tout au début. Vous êtes vous étiez ensemble au conservatoire, je crois. Eh bien, mon mari était en dernière année, il était entré à la limite maximum, et moi j'étais entrée à la limite minimum, et j'étais en première année quand il était en dernière année. Si bien que nous nous sommes connus, nous avons fait 1 an de conservatoire ensemble, mais lui c'était un homme qui avait d'ailleurs un métier à côté, qui était ingénieur et qui avait réussi à faire ses classes, et puis il a fallu qu'il choisisse quand il a eu son premier prix, il a abandonné son métier, et je l'ai connu très jeune, nous sommes connus au conservatoire, nous nous sommes mariés quelques années plus tard. Et puis, voilà. Et puis il avait sa place à la Comédie Française. Ah oui, il était directeur général de la scène jusqu'à l'année dernière. Il a travaillé très longtemps. Et Jean-Claude me racontait comment il regardait la Comédie Française, comment il écoutait le jeu des acteurs, et il n'est quand même pas devenu comédien. Non, mais je peux dire que tous mes enfants, comment dirais-je, sont venus au Théâtre Français avant de voir le jour, car je les ai portés longtemps en jouant. Vous pensez qu'ils ont entendu dans le ventre de leur mère? Peut-être. Maintenant, hein. Peut-être que les savants vous le diraient. Mais oui, j'ai des quantités d'anecdotes sur j'en oublie beaucoup, mais sur ce plan-là, avec les enfants que je voulais dissimuler, et je voulais pas que ça se sache, parce que c'était pas très commode, vous savez. J'avais un peu inauguré, parce qu'avant moi, les comédiennes n'avaient pas d'enfants, ou Madeleine Renaud avait un fils, Madeleine Renaud que j'adore, qui est pour moi la merveilleuse comédienne, c'est la plus grande comédienne de notre époque pour moi, et j'ai toujours eu une admiration énorme pour elle. Alors elle avait un fils, mais s'il y a eu autrefois, enfin juste avant Jean, il y avait Madame Dux qui a eu des enfants, mais en plusieurs fois. Même moi, juste avec le même, là, j'en ai eu 4, et c'était tout de même assez périlleux. Alors, il fallait les dissimuler sous les draperies. Aujourd'hui, Gisèle Cazetsu, vous avez le trac lorsque vous allez écouter vos enfants, par exemple lorsque Jean-Claude Cazetsu donne un concert. Ah oui, j'ai toujours le trac, moi. Vous savez, c'est un mal dont on ne se guérit pas. Et pour les siens aussi, on a toujours... Non, il me donne... Enfin, j'ai grande confiance en lui. Quand je le vois, je connais son travail, ce qu'il fait. Mais oui, on est toujours ému de les voir, bien sûr. Mais alors, au bout de quelques instants, j'oublie que c'est mon fils et je suis tout à fait prise par le jeu. Ma fille, c'est pareil. Quand je vais la voir jouer, au début, je tremble, j'ai le trac, et puis après, je me laisse... Je suis très bon public aussi. Je me laisse emporter par
Et vous avez acheté des œuvres de Béatrice Casatsu, le peintre, le sculpteur? Ah oui, puis elle m'en a donné. Elle est très gentille. Elle m'en a donné. Vous savez, on est occupé quand il faut courir entendre un concert, aller voir une autre qui joue la comédie. Il vous en faut des soirées de libre. Oui, on ne ferait que ça. Pour aller écouter un concert de Jean-Claude Casatsu, pour écouter Martine Pascal, la comédienne, pour regarder les expositions de Béatrice, oui. pour aller également écouter Dominique. Bien sûr, qui travaille beaucoup, qui fait de la musique de scène. Il est percussionniste, mais il compose, il est compositeur, il fait des musiques de scène et il travaille beaucoup. Alors évidemment, tout ça nous prend beaucoup de temps. Dernièrement, pendant cette tournée, mon mari était avec moi, il s'était occupé. Je ne voulais pas faire cette tournée. Vous savez, plus on vieillit, moins il faut se séparer. Je parle de fin de partie, là. Alors oui, cette tournée de fin de partie, il est venu avec moi, on se partageait la conduite de la voiture et puis il s'occupait aussi du spectacle. Et nous avions un jour de relâche, nous sommes rentrés à Paris. Et nous sommes repartis immédiatement pour Amiens, où Jean-Claude donnait un concert. On a assisté au concert. Et nous sommes repartis le lendemain matin pour Dijon. Alors, mais Pierre Dux fait pareil aussi. Il a une fille qui est comédienne. Un jour de relâche, il est parti, il a pris l'avion pour la voir. Un petit enfant comédien, un petit-fils comédien, une petite fille comédienne? Ah non, en ce moment non. L'aîné fait de la peinture, elle a 23 ans. L'autre, 21 ans, est musicien. Après ça, c'est Caroline, la fille de Jean-Claude, mais qui a 19 ans et qui est en faculté. J'ai une autre petite fille qui va avoir 18 ans, qui finit ses études. Je ne sais pas si elle ne serait pas tentée par le théâtre, mais enfin ça, il ne faut influencer personne, surtout, c'est trop grave. Et le petit dernier de 11 ans, alors là, je ne mettrai pas ma main au feu qu'il ne soit pas comédien plus tard. Bon, enfin, ça change tellement les enfants. Vous en seriez heureuse? Oh, s'il aime ça, s'il le fait bien, oui, bien sûr, mais... Oui, Gisèle Casatsu, on a très peu parlé de cinéma, et pourtant vous avez tourné dans beaucoup de films. Ah oui, j'ai fait beaucoup de cinéma quand je suis entrée au Théâtre Français. J'ai tourné mon premier film en 1934, L'Aventurier, avec Victor Franssen et Henri Roland. Et c'est très amusant parce que le film est repassé à la télévision il n'y a pas très longtemps. Vous vous êtes regardé? Oh, mais j'aime pas beaucoup me regarder, mais là, on s'est regardé parce que mon mari tournait aussi, il était comédien à l'époque et il tournait aussi dans ce film. Et alors ça a été la grande joie, le grand fou rire et la grande émotion des enfants et petits-enfants de voir leur père, leur mère et leurs grands-parents avant la naissance de leurs parents. Ah ouais. C'était en 34, nous venions de nous marier et nous avons tourné ce film où je jouais une petite jeune fille tout à fait alors conventionnelle, la petite ingénue et qui était amoureuse de Victor Franssen, qui d'ailleurs, soit dit en passant, même à l'époque aurait pu être mon père. Et je quittais Henri Roland, qui n'était pas tout jeune non plus, pour Franssen. Et alors, c'était très drôle parce que Henri Roland n'était pas très grand et je devais danser avec lui. Et alors, on avait mis une petite estrade. On l'avait mis sur l'estrade et moi en dessous pour danser, pour qu'il ait l'air de me dominer de sa haute taille. Aujourd'hui, on vous fait des propositions au cinéma? Enfin, les derniers films dans lesquels j'ai tourné, c'était Verdict avec Gabin, c'était Un mari, c'est un mari, et puis Une femme fidèle de Vadim. Alors non, le cinéma pour l'instant, non, mais j'ai fait beaucoup de télévision. Et j'ai eu la chance de tourner aussi avec Rému, avec Jouvet. Alors là, il y avait beaucoup de grands souvenirs. Et j'ai revu dernièrement... Et Pierre Freinet. Ah, Pierre Freinet. Alors là, Pierre Freinet, j'ai joué avec lui. Quand j'étais au conservatoire, j'avais repris un rôle sur les boulevards dans une pièce qui s'appelait Tédiane Partner, au Théâtre Michel. Et j'étais bouleversée d'émotion et de trac parce que je devais avoir 18 ou 19 ans, même pas. Et dans la pièce, je jouais la maîtresse de Pierre Freinet et qui m'embrassait en me rejetant en arrière, me mettait son pouce sur la bouche. Enfin, vous aviez choisi le théâtre, vous avez choisi la vie. On peut dire que le parcours est à peu près réussi. Je dis à peu près aussi parce que si on disait totalement réussi, ça voudrait dire que l'on est arrivé. Non, on n'est jamais arrivé, bien sûr. Alors je me demande si ce monde aujourd'hui, ce monde dans lequel vous êtes et où vous continuez de travailler, ce monde vous agace-t-il? Il ne m'agace pas. Je trouve que il y a des choses merveilleuses dans cette époque. Ce qui me fait mal, ce qui me choque. Je suis jamais choquée je vous le dis tout de suite, ni par les écarts de langage, ni par les tenues, parce que quand on a des jeunes autour de soi, on est blindé. Mais ce qui me fait mal, c'est la méchanceté ou la haine ou la violence. Alors là, oui, ça, je suis pas faite pour ça. C'est peut-être une faiblesse et ça me rend malade. Je suis faite pour la paix et
et l'amour avec un grand A, et la lumière d'en haut. Voilà. Vous avez vécu d'autres époques au théâtre, alors vous auriez pu choisir votre propre époque, ce ne serait pas celle-ci sans doute. Oh si, je crois qu'il faut même. être de son temps, mais bien sûr, oui, on ne sait pas ce que les autres époques ont. Non, il y a des choses merveilleuses aussi dans cette époque, ça je ne les nie pas, et non, je suis très contente. J'ai cru comprendre qu'il y avait un ailleurs quelque part, hein, plus puissant que la vie. Je pense, oui. Ouais. Ah oui, il faut, heureusement, si on n'avait pas aussi la lumière d'en haut, ça serait un petit peu dur la vie, je crois. Merci Gisèle Casatsu. Merci.